Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités. Joséphine Ambroselli, bonjour. Bonjour. Et Marine Chagnon, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Marine Chagnon, vous êtes mezzo-soprano, Joséphine Ambroselli, pianiste. Je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque qui vient de paraître pour le label Mirare. Alors Yus, on dit, c'est bien ça. Des mélodies suédoises, donc un répertoire fort peu connu ici. Et c'est vraiment une magnifique découverte dans une merveilleuse interprétation. Alors répertoire, je disais, pour moi qui était très méconnu, voire inconnu. Est-ce qu'en Suède, c'est un répertoire qui trouve sa place dans les salles de concert? Je ne sais pas qui veut répondre ou ne pas répondre. Vous, Marine? Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que donc nous sommes partis en Suède travailler ce répertoire et que là-bas, on s'est aperçu que Stenhammar, justement, dont on discutait tout à l'heure, ou alors Rangström, étaient quand même des compositeurs très connus. Comme une sorte de patrimoine culturel, musical. Mais il y a d'autres compositeurs qui sont quand même beaucoup moins connus par les Suédois, tout simplement. Et on a même eu l'occasion parfois de faire découvrir certaines mélodies à des artistes suédois quand on y était, ce qui était assez sympathique. Et alors vous, donc Marine Chagnon, vous le dites dans le texte qui accompagne ce disque, vous êtes, vos parents se sont connus à Stockholm. Mais alors vous, Joséphine, vous n'aviez pas de lien a priori avec ces mélodies suédoises À la base, je n'avais pas de lien, mais c'est vrai que j'ai découvert cet univers suédois donc par sa musique, que j'ai eu la chance de jouer il y a quelques années, et de là a été enclenché tout un travail de découverte et une soif de découverte de cette musique qui en fait est vraiment magnifique. Alors vous le disiez hors micro, c'était par le biais d'une œuvre de Stenhammar que vous êtes tombé amoureux de cette musique. Oui, une œuvre pour chœur et piano qui s'appelle Vårnatt, c'est-à-dire Nuit de printemps, qui est une œuvre absolument sublime de Wilhelm Stenhammar et qui a été pour moi un véritable coup de foudre musical qui m'a donné vraiment ce désir intarissable de découvrir cette musique toujours plus. Alors ces compositeurs, on va les évoquer, peut-être pas tous parce qu'ils sont fort nombreux. Enfin, il y en a qui dominent sur ce disque. Il y a Stenhammar justement, Rangström ou Bo Linde, mais ce sont des musiciens, des compositeurs qui ont composé beaucoup, bien sûr, pour la mélodie, mais est-ce qu'il y a d'autres genres qu'on leur connaît? Est-ce que vous connaissez des œuvres qui ne sont pas des mélodies de ces compositeurs et que vous avez pu écouter par ailleurs? Alors absolument, oui. Ces compositeurs ont tous donc beaucoup écrit pour la voix, que ce soit pour chœur ou pour voix seule. Oui, excusez-moi de vous interrompre, il y a une tradition chorale. Absolument, il y a une véritable tradition du chœur en Suède qui est vraiment excellente. Et ces compositeurs ont énormément écrit de musique de chambre et pour orchestre symphonique. Et donc vous, Marine, il y avait un lien fort avec la Suède. C'est des mélodies que vous aviez écoutées avant de Alors travailler? non, pas du tout. Je n'avais jamais entendu ces mélodies avant de me plonger dans ce travail de recherche avec Joséphine. Par contre, j'ai écouté beaucoup de chants traditionnels suédois, surtout à Noël. Noël est une immense fête pour les Suédois, avec la fête de la lumière qui a lieu le 13 décembre, juste avant, où on fête cette lumière avec une couronne de bougies sur la tête que j'ai moi-même expérimenté jeune. Je le dis pour les auditeurs, vous êtes venus sans. Bon, j'ai hésité, c'est vrai que j'aurais pu venir avec, mais et en fait j'ai en souvenir d'enfance vraiment c'est des sonorités toutes particulières qui m'évoquent vraiment des moments joyeux, des moments de chant choral. C'est vraiment j'écoutais à la maison avec mes parents, on entendait vraiment des chœurs d'enfants chanter Noël. Et pour moi, c'est vraiment, ça me ramène immédiatement en enfance et dans une culture qui n'est pas la mienne à la base, mais qu'on oui, parce que vos parents sont français, ils se sont connus en Suède. Mes parents sont français, ils se sont connus en Suède, mais ils ont voulu faire leur vie en France. Pour garder un lien avec la Suède, on souhaitait rentrer en contact avec les Suédois qui vivaient en France. Et donc, par ce biais, j'ai vécu toutes les fêtes traditionnelles tous les ans avec mes frères aussi, dont l'un a vraiment un prénom suédois qui s'appelle Nils, comme Nils Holgersson.
Et donc voilà, mes parents se sont amusés en fait à nous plonger dans cette culture tout en étant en France. Dans mon jardin à Dijon, on a une petite cabane suédoise couleur ocre. Enfin, voilà, on a vraiment eu tout le cliché de la Suède à la maison. Et alors au niveau de la prononciation Alors au niveau de la mélodies. prononciation, au départ, j'ai eu très très peur, je dois vous l'admettre, parce que je ne parle pas cette langue, et malgré le fait que je l'ai entendue, car mon père est bilingue, c'était quand même un sacré challenge de se dire, mon premier disque, j'enregistre un album en suédois. Bon, voilà, j'ai jamais su faire les choses à moitié, donc je me suis lancée dans cette aventure avec Joséphine. Mais en fait, plus je travaillais, donc on a pris un coach suédois, mais qui est chanteur. C'était très important pour nous d'avoir un chanteur et pas seulement un coach qui pouvait nous parler la langue, parce que vous le savez, j'imagine, on modifie la place des voyelles en bouche quand nous chantons une langue. Et donc, on a eu la chance d'être coaché par un Suédois qui s'appelle Tobias Westman, qui était à l'Académie de l'Opéra de Paris juste avant que j'y rentre. Donc oui, parce que vous y êtes encore. J'y suis encore. Et Tobias a quitté l'Académie quand je suis rentrée, et il nous a coachés pendant quasiment une année. Alors tout d'abord, on a pris les textes au calme, on les a lus. Joséphine a fait le même travail que moi, parce que c'était très important qu'elle puisse prononcer aussi pour accompagner comme il le fallait. Et puis ensuite, on est passé à la voix chantée, où là, on a cherché la meilleure place vocale pour ne pas sonner comme une Française qui chantait du suédois. Mais j'ai été assez surprise rapidement d'avoir comme des sortes de connexions où vraiment la langue me paraissait fluide et pas inconnue en fait. Alors je me tourne vers vous, Joséphine, justement, puisque alors c'est intéressant ce que dit Marine, parce que dit que vous aussi vous avez dû travailler cette langue, parce que je vous connais depuis un certain temps pour travailler avec des chanteuses ou des chanteurs, ce qui est vraiment un art très particulier, c'est-à-dire que à la fois il faut être un formidable pianiste et puis en même temps être tout le temps aux côtés du chanteur, connaître parfaitement les problèmes de souffle et la poésie. Enfin, alors c'est vrai qu'accompagner les chanteurs est un art merveilleux qui demande de... En fait, je compare ça à un bijou, par exemple un diamant, où le chanteur serait ce diamant, et nous, en tant que pianistes, on se doit d'être son écrin qui va le mettre le plus en valeur possible. Et donc, il faut savoir à la fois être très présent, mais assez ajouré, pour qu'il puisse résonner et, à l'intérieur du son qu'on crée au piano. Et donc oui, le travail de la langue pour nous pianistes est tout aussi important que pour le chanteur, parce que au piano, on suit la moindre inflexion de la voix. Chaque voyelle, en fait, souvent, chaque note peut avoir sa propre courbe, et donc en fonction de sa voyelle aussi. Donc il faut qu'on soit capable de suivre ça, de donner l'espace nécessaire aux consonnes pour passer. Et donc moi, personnellement, je travaille tout le temps en chantant. D'ailleurs, ça se voit quand on assiste à des classes chant piano, comme la classe d'Anne Le Bozek ou de Jeff Cohen. Enfin, ils travaillent autant sur le texte que sur absolument, ça fait piano. vraiment partie intégrante. C'est une seule pièce, c'est indissociable. Mais alors, c'est venu comment, cette passion pour le chant Alors, pour le chant, je pense que c'est arrivé par la poésie, en fait, parce que j'ai toujours adoré la littérature. J'ai également fait des études de littérature allemande, que j'ai poussé j'ai une licence, en fait, de lettres allemandes. Et je pense que c'est, d'une part, cet amour pour la musique, et d'autre part, cet amour pour la littérature, qui tout naturellement m'a amené à accompagner des chanteurs, et spécifiquement dans ce répertoire du lead et de la mélodie. Alors, pour ce qui est de ce disque, tout ce répertoire suédois, vous avez travaillé avec des sommités en la matière, Anne-Sophie von Otter et Bengt Forsberg. Oui, pardon. On a été très gâtés. J'ai peur des écueils de prononciation pour cet entretien. Et donc, mais à quelle occasion? C'est vous qui les avez sollicités en disant on veut enregistrer ce répertoire et alors, on a eu besoin beaucoup de mettre... de culot, en fait. Oui. On a eu beaucoup de culot, et... on s'est permise de contacter ces personnes sans les connaître. Alors on a été un petit peu aidés parce que voilà, il fallait pouvoir des gens qui les connaissaient, avoir leur contact évidemment. Donc on remercie beaucoup ces personnes. Mais tout simplement, on est allé vers eux en leur demandant si on pouvait venir travailler ce répertoire qui est le leur avec eux. Parce que quand même 2 Françaises qui s'attaquent à de la mélodie suédoise sans parler suédois, c'était quand même un peu osé.
Et donc, pour nous, il n'y avait pas d'autre chemin, en fait, pour travailler ce répertoire que d'aller là-bas, auprès de ceux dont c'est la langue maternelle et la culture qui coule dans les veines, en fait. Oui, mais en même temps, une personnalité comme Anne-Sophie von Otter, qui est connue aussi bien à l'opéra que dans la mélodie française, par exemple. Elle pouvait comprendre cette démarche aussi. Oui. Alors, on parle beaucoup d'Anne-Sophie. Moi, j'ai envie de parler aussi un peu de toutes les autres personnes qu'on a vues, parce qu'on a vraiment rencontré des immenses artistes suédois qui ne sont pas forcément connus en France. Je pense à Elin Rombo, je pense à Carl Magnus Fredriksson. Chez les pianistes, on a Matti Hirvonen, des gens comme ça qui vraiment font des carrières monumentales, mais en France ne sont pas connus. Évidemment, Anne-Sophie, moi, ça a été la voix qui a accompagné toutes mes études de chant. Mais vraiment, c'est la personne qui m'a donné envie de chanter. Parce que ce que j'aimais chez elle, ce que j'aime toujours chez elle, c'est pas forcément ses capacités techniques, c'est l'émotion qu'elle est capable de transmettre avant tout le reste. Voilà, c'est une personne qui a une aura incroyable, malgré tout ce qu'elle a pu vivre. Et pour nous, en tout cas, c'était évident qu'il fallait la rencontrer. Ça faisait partie des 5 rêves à réaliser dans ma vie. J'en ai un qui a été réalisé. C'est assez exceptionnel. On a hâte de vous rencontrer pour les 4 autres. C'est secret. Marine Chagnot, on les connaîtra, oui. J'espère avoir 4 autres entretiens avec vous. On va revenir avec ce disque pour le label Mirare. C'est vraiment une magnifique surprise. Il y a des disques qu'on est heureux d'écouter, mais dans un répertoire qu'on connaît. Il y a des disques qui permettent de découvrir un répertoire. Puis il y a des disques comme celui-là qui conjuguent les deux, c'est-à-dire le bonheur d'écouter des mélodies qu'on ignore dans une interprétation magnifique, parce qu'il y a en même temps une très grande émotion, mais vous forcez pas le trait. Enfin, il y a une grande élégance tout au long de ce disque. Marine Chagnot. Merci beaucoup. Je pense que ce projet a tellement été humain avant tout, fait de rencontres, de surprises, d'étoiles qui s'alignent. Ça fait 2 ans qu'on se dit c'est incroyable, on a les étoiles qui s'alignent. Et je pense que quand on est au juste endroit avec soi-même, on n'a pas besoin d'aller chercher des choses exceptionnelles. Moi, je pense que Joséphine comme moi, on a voulu être vraiment au bon endroit pour nous. Avec qui nous sommes aujourd'hui, moi vocalement avec qui je suis aujourd'hui, et ce qui est quelque chose d'important à dire parce que on pourrait comparer, c'est terrible de me dire que sur certains titres, la seule version autre qui existe, c'est Anne-Sophie von Otter, je veux dire, c'est incomparable, mais j'ai essayé d'oublier ça et de me dire que j'étais la jeune chanteuse que je suis, qui débute une carrière et qui a déjà des choses à raconter. Et on a vraiment essayé de sublimer ça avec Joséphine. Qui nous sommes nous. Et je crois qu'on est des personnes qui sommes en recherche de lumière permanente. Donc ce titre, Ius, avait toute sa place pour ce disque. Oui, enfin, vous parlez des grands interprètes. De toute façon, là, un pianiste ne va plus jamais jouer les sonates de Beethoven en disant tout ce qu'il a précédé. Non, bien sûr. Alors, justement, à propos de pianiste, Joséphine Ambroselli, au niveau pianistique, ça a l'air assez redoutable, quand même, toutes ces œuvres. Ça a l'air de beaucoup tricoter dans certains morceaux. Alors, ça dépend des pièces, mais en effet, les parties de piano de ces mélodies sont parfois assez chargées en notes, en tout cas en émotions. Et c'est intéressant aussi parce que dans certaines pièces, notamment chez Stenhammar, elles sont... il a construit la partie de piano par rapport à la voix pour que harmoniquement l'un et l'autre se complètent et qu'il n'y ait pas tout au piano, que ce ne soit pas juste le piano qui accompagne une mélodie, mais vraiment une vraie osmose en fait qui est nécessaire pour pouvoir avoir l'harmonie complète. Et toutes ces partitions que vous interprétez, vous avez eu beaucoup de mal à les trouver ? Ça a été compliqué, cette recherche de... Alors, oui, et on a été beaucoup aidés aussi. On a eu la chance grâce à nos rencontres, d'avoir accès à des partitions qu'on ne trouvait pas en France ni sur Internet. Notamment Bengt Forsberg nous a couvertes de partitions. Et par exemple, il y a une pièce, la Sérénade de Rangström, en fait, est une pièce que nous avions entendue parce qu'on l'a découverte grâce à un enregistrement. Et nous voulions absolument que cette pièce fasse partie de notre répertoire.
parce qu'on l'aime vraiment tout particulièrement. Et par contre, il nous était impossible de trouver la partition de cette pièce. Et on a demandé à beaucoup d'artistes qu'on a rencontrés. Et finalement, c'est Bengt qui l'a retrouvée dans un fond de placard chez lui et qui nous a fait le cadeau un jour de nous la donner. Et donc j'ai chez moi cette partition qui tient en 3 pages. Vous savez, les grandes partitions, c'est plus grand qu'un A4. Et c'est tout écorné, voilà, ces partitions qu'on trouve chez nos grands-parents ou arrière-grands-parents maintenant. Et en fait, cette partition, voilà, et c'est celle que lui avait et qui ça a beaucoup de sens pour moi. C'est un très beau cadeau, en fait. Et on peut vous raconter aussi qu'un jour, il nous a donné rendez-vous. On était à Stockholm dans un marché couvert où il y avait tous les meilleurs saumons, tout ce que vous pouvez imaginer de gastronomie suédoise fantastique. Et il est arrivé avec une sorte de cabas énorme. On s'est demandé ce qu'il nous apportait. Et il nous a offert une quantité de partitions et comme ça, en nous disant voilà, allez-y, enregistrez ce que vous avez envie d'enregistrer. Et c'était incroyable parce que c'est celui qui a donc édité pas mal de ses partitions dans un grand recueil qui est sorti récemment, je crois, dont il nous a fait le cadeau aussi. Et voilà, donc ces rencontres ont permis de trouver ces partitions. Il y a d'autres partitions qu'on a du coup découvertes via ce recueil où il n'y avait aucun enregistrement, donc on les a testées. Je crois que dans ce disque, il n'en figure pas, on ne les a pas retenues. Pour plutôt des questions vocales, souvent c'est quand même une écriture très 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 opératique, très lyrique. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout de suite j'ai aimé chanter ça parce que mon répertoire de prédilection c'est l'opéra. Il y a un lyrisme, une ouverture vocale très exigeante. Excusez-moi, en même temps, vous l'interprétez de manière très mélodique. Oui, en fait, ce qu'on a interprété voulu, de manière opératique. Enfin, c'est ce qu'on ressent au c'est disque. pas. Alors peut-être que je m'exprime mal. C'est dans le lyrisme de la voix. Mais évidemment, avec toute l'émotion et toute l'intimité qu'on peut y ajouter. Mais de façon instrumentale, si vous voulez, la façon dont on aborde corporellement ce répertoire, c'est quelque chose d'assez lyrique. Et certaines pièces m'ont demandé beaucoup de travail pour les intégrer physiquement. Et alors au niveau des tempi, c'est des musiques, enfin il y a une dizaine de compositeurs sur ce disque, donc j'imagine chacun avec des écritures très différentes, mais c'est des partitions très précises au niveau des tempi, des nuances, Joséphine, ou alors vous avez un travail très personnel d'interprétation? C'est un peu les deux en fait. Il y a beaucoup d'indications présentes sur les partitions qu'on a vraiment, on a vraiment fait ce travail de faire ce qui a été écrit, vraiment de pouvoir se rapprocher vraiment le plus proche possible de ce que le compositeur a écrit. Et évidemment, après, il y a toujours une part de liberté qui est propre à chaque interprète, dans la marge de liberté permise par ce qui n'est pas écrit sur la partition, d'aller en fonction de émotionnellement comment on perçoit la musique et le texte, de pouvoir tracer notre route personnelle. Et par exemple, il y a 1 ou 2 pièces dont des enregistrements existent et qui sont radicalement opposés à ce qu'on a choisi de faire dans ce disque. Enfin, ce qui est quand même incroyable quand on écoute votre disque, c'est que tous ces compositeurs, toutes ces mélodies, elles ne nous soient pas connues, alors qu'elles sont, en plus d'un abord pour l'auditeur, autant elles doivent être difficiles pour vous à interpréter, mais pour l'auditeur, enfin, elles sont toutes faciles à écouter. Enfin, il n'y a pas de mélodies qui ne soient pas d'un abord immédiat. Non, c'est vrai qu'elles sont très abordables, nous trouvons en tout cas. Et puis c'était aussi l'idée de cet enregistrement, c'était de pouvoir faire découvrir aux Français ce répertoire. On espère que ça aura marché, mais c'est vrai que... Oui, il y a déjà eu un concert le 21 Absolument. mai. Vous avez eu des échos du public, des gens qui vous disent « mais c'est incroyable ». Alors les gens sont très surpris par l'abondance pianistique. C'est quelque chose qui ressort souvent dans les retours, où l'écriture est vraiment très fournie et qui met, en fait, et ça, c'est ce que nous aimons vraiment dans ce duo, qui met pas la chanteuse en lumière et la pianiste en dessous. Je pense qu'on a une époque où on peut enfin dire « ça y est, c'est fini ». Et voilà, on a 2 artistes qui font de la musique ensemble et qui se répondent. Et vraiment, c'est un travail de duo passionnant. C'est ce qu'on a cherché à faire
Vraiment de la musique de chambre, exactement. Et par moments, l'écriture pianistique, pour certaines, elle fait penser à du Richard Strauss ou des compositeurs peut-être contemporains, mais peut-être que je m'égare. Oui, absolument. Non, il y a chez beaucoup de ces compositeurs suédois du Strauss, du Reger, du Brahms aussi beaucoup. Il y a une lignée. Ils sont pour beaucoup aussi d'ailleurs allés étudier en Allemagne, et donc on sent ces traditions qui sont, enfin ces inspirations dans leur musique. Des inspirations françaises aussi chez beaucoup d'autres compositeurs, chez Frümery. Voilà, et puis un petit peu de russe. C'est les trois sources d'inspiration qu'on peut trouver dans cette musique suédoise. Oui. De nombreux poètes ont inspiré ces mélodies, hormis Per Lagerkvist et Strindberg. À ma grande honte, je dois avouer que je n'en connaissais aucun. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ce qu'on peut dire, c'est que dans ce disque, il y a un titre qui s'appelle Och Riddaren for Uti Österland. Et en fait, c'est un extrait d'une pièce de théâtre. Et c'est assez rare. Souvent, ce sont des poèmes qu'on met en musique. Et là, c'est vraiment un extrait de cette pièce. Et c'était intéressant parce qu'au départ, quand on a commencé à travailler cette mélodie, on s'en est fait une interprétation sans savoir qu'il y avait un avant et un après. Puis quand on a fait un petit peu de recherche et qu'on a découvert ça, ça a changé notre interprétation. On a vraiment changé les couleurs parce qu'on pensait que la personne allait forcément mourir. Et en fait, on a découvert qu'à la fin, ça se terminait bien. Et donc, on a essayé de teinter ce texte de lumière, encore une fois. Il rentrait bien dans notre disque. Oui, à propos de lumière, justement, ce disque est plein de lumière. À la fois, il y a beaucoup de mélancolie, et puis en même temps, c'est pas un disque. Enfin, on n'est pas dans un film de Bergman, justement, l'autre. Non, en fait, ce qu'on a voulu raconter dans ce disque, c'est une émotion qui est très particulière en Scandinavie, qui s'appelle le längtan. On n'a pas de mots en français pour définir cette émotion, ce sentiment. Je pense que c'est relié au fait qu'ils ont une vie très différente de la nôtre par justement le manque de lumière, les saisons qui sont très différentes des nôtres. Nous, on a eu la chance de partir en hiver et de voir la nuit tomber à 15h. C'est très, très, très particulier, ce que ça fait même dans le corps, physiquement. Et le rapport à la nature. Donc, en fait, dans tous ces poèmes, on a cette image de la nature qui traduit l'émotion des êtres humains. Je m'embarque. Oui, mais vous avez bien raison de vous embarquer, continuez. Non, mais justement, c'est un voyage. Ce längtan, justement, donc c'est un sentiment, un mélange de nostalgie, de mélancolie, mais qui en fait tout le temps est teinté d'espoir. Et comme si il y a toujours une lumière au bout du tunnel, en fait. Et nous, on a instinctivement, parce que Marine et moi sommes des personnes qui sommes plutôt de nature joyeuse et positive, en fait, instinctivement, on a cherché à extraire de chacune de ces mélodies et des poèmes qui étaient mis en musique la part la plus positive, en fait, de mettre en lumière la joie, de mettre en lumière tout ce qui était porté vers la vie. Donc oui, toutes ces musiques sont empreintes de ce längtan, mais voilà, notre interprétation s'est dirigée vers cette coloration d'espoir. Et vous avez eu des échos en Suède après l'apparition de ce disque ou pas encore? Pour le moment, c'est... Et oui, on a quelques échos déjà. Ce disque est aussi sorti en Suède et a été pour l'instant assez bien accueilli. Déjà, peut-être que justement, eux aussi valorisent pas autant leur répertoire. On peut reprocher aux Français de ne pas valoriser suffisamment leur répertoire de mélodies, oui, et peut-être que le reproche peut être adressé aux Suédois. C'est toujours la même histoire. Là, on a 2 Françaises qui s'intéressent à leur répertoire, et donc même s'il y a des mélodies qu'ils connaissent très bien, je pense que ça les touche déjà que des Françaises s'intéressent à leur pays, à leur culture. Et oui, on sait que ce disque est vraiment bien reçu, on est super heureuse, surtout qu'on a eu la joie de passer à la radio suédoise. Ah oui. Voilà, on a eu, je sais plus, ils ont passé 2 titres et puis Joséphine a été interviewée, moi je n'étais pas disponible malheureusement. Et pour mon histoire personnelle, je trouve ça extraordinaire d'être passée à la radio suédoise, là où mon père travaillait il y a 30 ans, c'est quand même incroyable. Donc, Et alors, au niveau de la construction du disque, parce qu'il y a beaucoup de mélodies de compositeurs très différents, en même temps il y a une grande unité quand on l'écoute. Les mélodies sont très très différentes, oui, mais on a l'impression que vous avez énormément réfléchi sur la manière. Oui, ça n'a pas été simple à la fois de déterminer quel titre on enregistrait,
Alors pour la petite blague, on s'est donné comme objectif, comme on en avait beaucoup trop et qu'on en a sélectionné 23 déjà, qu'il fallait qu'on puisse mourir pour les 2 premières mesures. Voilà. Donc chaque titre que vous entendez là, c'est vraiment des pièces qui nous touchent tout de suite. Et ça nous a permis de faire une sélection. Et ensuite, on a essayé d'équilibrer les caractères. C'était pas simple parce que justement, on a quand même beaucoup de pièces qui parlent du Lengtan et donc qui sont dans un tourment. Mais on a été très bien entourés pour faire cet ordre aussi, pour réfléchir à quelque chose d'équilibré, de spontané, Et de pouvoir emmener l'auditeur en voyage aussi. C'est pas du tout un ordre qu'on joue en concert. C'est vraiment un ordre qui a été pensé spécifiquement pour le disque et pour être écouté dans son intégralité en fait. Et le but était vraiment d'emmener en voyage, donc dans l'enchaînement des pièces. Voilà, c'est très alors personnel bien sûr, mais pensé. Si on enchaîne plusieurs pièces lentes ou alors si on contraste abruptement, c'est voilà, il se termine par une valse d'ailleurs. Mais oui, parce que c'est la joie, parce que c'est la lumière qui finit, voilà, qui l'emporte et qui doit finir ce programme. C'est un programme que vous allez donner dans plusieurs lieux, et notamment les 24, 25, 26 juin, notamment à Nohant. Et c'est pour vous un lieu... Bon, c'est un lieu bien sûr chargé de romantisme. Et absolument, et je pense que ce répertoire s'inscrit vraiment bien dans le romantisme et dans tout ce qui en a découlé après musicalement. Et moi personnellement je n'y ai jamais joué, Marine non plus, mais on est vraiment très très heureuse de pouvoir faire découvrir cette musique qu'on aime tant et qu'on aimerait faire aimer en fait autant qu'on l'aime. Bah déjà c'est bien parti, enfin vraiment c'est un disque complètement enthousiasmant, c'est un tel bonheur de découvrir une musique qui devient rapidement indispensable, ces mélodies. Alors on attend un Yus 2 parce que vous en avez mis énormément de côté en fait. On va y réfléchir. Mais on aurait de quoi faire en effet, on aurait de quoi faire. C'est immense, c'est une quantité de partitions incroyables qui ne sont pas enregistrées ou très peu et qui méritent d'être mises en lumière. Et alors il faudrait aussi qu'on connaisse, non pas, puisque là c'est le répertoire mélodique, mais qu'on connaisse aussi le répertoire chambriste. Absolument, On y songe fortement. Oui. Enfin, vous, Joséphine, je vous ai toujours entendu dans le répertoire vocal, mais on aimerait bien aussi vous entendre dans le répertoire chambriste, dans ce répertoire. Soyez un petit peu patient, ça va arriver. Non, j'ai fait beaucoup de musique de chambre, mais là, le répertoire de la musique de chambre suédoise est aussi très, très chargé, fourni et plein de trésors. Et ça va sans doute très prochainement arriver. Et alors, juste une dernière question. Dans ce répertoire, si vous donnez un concert et que vous ne le consacrez pas exclusivement à ce répertoire, avec quel genre de mélodie vous pourriez le donner, Brahms. Sans aucune hésitation. Il y a une vraie parenté entre Brahms et Stenhammar, je trouve. Et vocalement... également, il y a une en fait. proximité. Il y a vraiment quelque chose... moi, j'ai peu fait le répertoire de mélodie lead pour l'instant, dans ma jeune carrière. Mais il est vrai que j'ai un amour inconsidérable pour Brahms. Et je sens que Stenhammar et Brahms sont vraiment côte à côte et mériteraient d'être mis ensemble dans un projet... un 3e disque. C'est d'ailleurs ce qui a été fait par les membres du chœur de l'Orchestre de Paris la semaine dernière avec Anne Le Bozek. Ils ont joint Stenhammar et Brahms. Ça veut dire que ça commence quand même déjà. Absolument. Et pour le mieux. Eh ben, on vous attend avec impatience à la fois dans ce répertoire et dans un répertoire brahmsien. Enfin voilà un autre univers... mais avec un nom effectivement un peu plus connu que ceux que vous nous révélez sur ce disque Yus qui vient de paraître pour le label Mirare avec des photos justement. Tout le livret a été construit avec des photos qui ont été prises à Stockholm l'été dernier. Et voilà, ce qui permet aussi de rencontrer cette lumière qui est différente, qu'on a voulu faire découvrir. Eh ben, merci pour cette lumière que vous nous prodiguez, Joséphine Ambroselli et Marine Chagnon. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités. Merci Frédéric. Pour illustrer cet entretien avec la mezzo-soprano Marine Chagnon et la pianiste Joséphine Ambroselli,
Je vous propose de les écouter interpréter des mélodies suédoises, mélodies de Thor Olin, Willem Stenhammar, Ture Rangström. Je vous souhaite une très belle écoute de ces mélodies rares et magnifiques. Bonne fin de soirée sur RCJ. Vift og vinka med hot, og kjøpet som heter lyckan.
Schön